Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité est l'ancien président de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz. Merci d'être avec nous. Merci. Vous avez été au pouvoir entre 2008 et 2019. Vous êtes en France depuis un mois, suite à la levée de mesures restrictives, notamment de résidences surveillées, parce que vous êtes inculpé en Mauritanie, entre autres pour corruption, blanchiment d'argent, enrichissement illicite. Pendant vos années de pouvoir, vous clamez que c'est une vendetta politique menée par votre successeur, Mohamed Ould Razouani. Avant de venir à votre situation, je veux en venir à la situation dans le Sahel. À l'époque, vous aviez été un des instigateurs du G5 Sahel. Le G5 Sahel n'existe plus. Barkhane s'en va. Il y a eu des coups d'État au Mali, au Burkina Faso, l'arrivée des Russes. Comment jugez-vous la situation dans le Sahel ? Le terrorisme continue à se développer dans la région. Il prend de l'ampleur et il élargit d'ailleurs, il déplace ses frontières vers d'autres pays. Et la situation se complique davantage, effectivement. Il n'y a plus de Barkhane. Le G5 est en train de disparaître et de mourir à petit feu. Et nous n'entrevoyons pas de solution à l'état actuel. À l'état actuel des choses, la situation semble se compliquer pour toute la région. Des coups d'État, série de coups d'État au Mali, 2 fois pratiquement. Au Burkina, la même chose. Les anciens fondateurs aussi du G5 ont tous disparu. Comme vous. Tous disparu, soit ils sont décédés, soit ils ont quitté le pouvoir, soit par coup d'État, soit par changement démocratique. C'est un d'échec finalement, ces 10 ans de lutte contre le djihadisme dans le Sahel. Aujourd'hui, vous dites que les djihadistes sont en train de gagner. Oui, ils sont en train de gagner du terrain. C'est parce que avant, c'était l'épicentre du terrorisme était le nord du Mali, mais il est en train de descendre vers le sud, vers le pays, vers le Burkina Faso, le Togo et même le Bénin. Tous ces pays sont touchés actuellement par des actions des terroristes. C'est vrai que l'approche n'a pas été la bonne, entamée en 2013. L'intervention de l'armée française a été efficace au départ, mais il n'a pas été continue, parce que c'est finalement terminé en queue de poisson. L'intervention, elle a su stopper l'avancée des terroristes en 2013, sauver le Mali, et même au-delà des États de la région. Mais finalement, l'approche a été pratiquement biaisée, parce que à un certain moment, le combat mené contre les terroristes a été arrêté. Et les terroristes ont pu se reprendre, se ressaisir, et ils ont mité. Et il a été malheureusement décidé de négocier avec certains d'entre eux. Ils se sont réorganisés en politique. Qui a fait l'erreur de négocier ? Moi, je pense que c'était l'approche qui a été faite. L'intervention était une intervention de l'armée française. C'était le pouvoir peut-être français à l'époque qui a poussé vers des négociations, mais négocier avec des terroristes à l'origine, avec des trafiquants de drogue à l'origine. C'est ça le problème. Et ce sont des gens qui ont mité des trafiquants de drogue à terroristes et de terroristes à groupes politiques. Et c'est ça. Donc vous dites que la France de l'époque a eu tort d'encourager des négociations. Oui. C'était l'erreur, parce que on ne doit pas et on ne peut pas négocier avec les terroristes. D'abord, pour moi, les terroristes de la région du Sahel et singulièrement du Mali, ce sont des terroristes en partie qui viennent de l'extérieur du Mali, donc ils sont étrangers au Mali. Mais par la suite, se sont greffés à eux des Maliens, des locaux. Il fallait, moi je pense que l'approche devait essayer de scinder entre les terroristes qui sont des nationaux et négocier avec eux et trouver des solutions au lieu de continuer à les combattre en armant une partie de la population, ce qui a exacerbé un peu une certaine lutte ethnique et interne qui s'est répercutée d'ailleurs sur les autres pays finalement. Alors, je veux en venir à des accusations très graves que le Mali vient de réitérer
à l'égard de la France. Son ministre des Affaires étrangères, à la tribune des Nations Unies, a accusé la France de complicité avec certains groupes djihadistes, affirmant que la France livrait des armes aux djihadistes. Vous étiez évidemment très impliqué dans tout cela. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que la France a eu certaines complicités ou est-ce que les accusations maliennes sont farfelues, comme le dit la France? Je ne peux pas, écoutez, je ne peux pas défendre la France sur ce plan-là. Comme aussi, je ne peux pas soutenir ces accusations du Mali parce que c'est des accusations qui me paraissent invraisemblables dans la mesure où la France est intervenue pour combattre les terroristes et elle a continué à combattre les terroristes jusqu'à son départ. Donc, moi, je trouve quand même que c'est des accusations très, très, très graves qu'il va falloir quand même prouver et justifier par la suite. Je sais que la France est intervenue au Mali pour arrêter l'avancée des terroristes, mais qu'effectivement, il y a eu des erreurs politiques qui ont été commises par la suite. Je vais en venir à votre cas. Vous avez donc pu quitter la Mauritanie officiellement pour raisons médicales. Normalement, vous devez être jugé, mais évidemment, se pose la question, si on vous a laissé sortir, est-ce que c'est parce qu'il y a une sorte d'accord entre vous et le pouvoir en place afin peut-être de vous épargner d'être amené devant la justice? Ce n'est pas ça la réalité. Je suis dans une situation d'attente. J'attends mon jugement et je suis prêt à être jugé parce que pour moi, toutes ces accusations, c'est des accusations fausses qui ne tiennent pas la route, qui ne se justifient pas et qui sont faites pour des raisons politiques, pour m'empêcher de continuer à faire de la politique, c'est tout. Et je ne suis pas... Je suis en attente et je suis... Donc vous n'êtes pas en exil en France, vous n'allez pas demander l'exil, vous allez rentrer en Mauritanie. Je ne suis pas en exil en France, je n'ai pas demandé l'exil en France et je n'ai pas rencontré aussi des officiers en France. J'ai juste rencontré des Mauritaniens, des membres de ma communauté, de la communauté mauritanienne en France. Et je vais retourner d'ici 1 à 2 semaines en Mauritanie. D'ici 1 à 2 semaines, est-ce qu'il y aura un procès d'après vous ou est-ce que vous pensez que comme il y a des échéances électorales proches... Mon souhait, c'est qu'il y ait un procès. Vraiment? Parce que vous ne le vouliez pas à un moment. Ah non, je n'ai jamais refusé un procès. J'ai récusé toutes ces accusations, j'ai refusé ces accusations, pour moi elles ne tiennent pas la route. Je suis censé être protégé par l'article 93 de la Constitution, mais je tiens à être jugé pour prouver mon innocence, pour mettre mes accusateurs devant le fait que je n'ai jamais eu à détourner quoi que ce soit et je n'ai jamais été corrompu par qui que ce soit. C'est des accusations fausses qui ne tiennent pas la route et qui ne sont basées sur aucune preuve. Qui est l'auteur derrière ça? C'est votre successeur et ex-ami le président. Ce n'est pas forcément mon successeur, mais ce sont des gens que j'ai combattus à l'époque politiquement pour des raisons dans l'intérêt du pays. Est-ce que vous pensez que lui cherche peut-être un compromis avec vous, voyant que les choses traînent? Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de compromis? Je ne pense pas qu'il y ait une possibilité de compromis dans la mesure où j'étais accusé. J'ai été l'objet de plusieurs accusations fausses qui ne tiennent pas la route et je tiens à être jugé pour que mon innocence soit prouvée clairement aux vies et aussi de tout le monde. Mais il y a quand même quelque chose, il y a eu un rapport parlementaire qui a détaillé, bon, vous niez les faits de corruption, mais il y a quand même de l'enrichissement personnel, on parle d'une fortune estimée à 90 millions de dollars, sans compter les biens immobiliers. Est-ce que vous comprenez c'est de la surestimation d'abord, et puis c'est une commission qui a été faite pour m'accuser, créée. Mais vous ne niez pas l'enrichissement quand même. Vous je ne niez pas que vous je n'ai jamais dit que j'étais... que je suis un pauvre, je ne l'ai jamais dit. Et j'ai fait ma déclaration de la manière la plus transparente auprès des institutions à charge. Mais ce qu'ils ont fait, d'abord la commission a tenu à m'accuser, a tenu à créer des conditions. C'est le pouvoir exécutif avec certains opposants qui ont tenu à créer cette commission qui d'abord ne se justifie pas sur le plan juridique au niveau de notre Constitution. Il n'est pas prévu de commission d'enquête au niveau de notre Constitution. Deuxièmement, toutes ces accusations, c'est des actions qui ne tiennent pas la route. Enrichissement illicite,
blanchiment d'argent. Il faudrait que d'abord l'argent soit sale pour qu'il soit blanchi, d'une part. Et je n'ai jamais nié que j'ai de l'argent. Je ne l'ai jamais nié. Je ne l'ai jamais nié. Et j'ai déclaré que j'ai de l'argent, effectivement, et que je ne suis pas un pauvre. Je ne suis pas un pauvre. Mais le problème est que j'ai été accusé de corruption. Il n'y a aucune preuve de corruption. Aucune preuve de corruption. Donc vous êtes prêt? Et j'ai été accusé de détournement de biens publics. Il n'y a aucun détournement de biens publics. Il n'y a aucune structure de l'État qui s'est plaint d'un détournement de montant. Donc vous demandez à être jugé, vous pensez que la justice sera impartiale? Je tiens à être jugé, quelle que soit la justice, de toutes les façons. Je sais qu'il y a de très bons juges chez nous. S'ils sont laissés à confiance. S'ils sont laissés à eux-mêmes. Mais si on manipule la justice comme ce qui est fait actuellement, la situation risque de se compliquer. Je veux, en conclusion, on a parlé des coups d'État. Vous avez fait des déclarations récemment disant que ce qui s'était passé dans des pays comme le Burkina, le Mali ou la Guinée, ça pourrait éventuellement se passer en Mauritanie. Alors, est-ce que c'est un constat ou est-ce que c'est un appel du pied? On sait que le pouvoir vous a déjà suspecté de fomenter un coup d'État il y a quelques années. Je crois que c'est de la fourberie de la part de certains. De la fourberie de la part de certains. Est-ce que vous pouvez clarifier votre message? Pour ne pas dire que c'est une fausse interprétation de mes propos. Si on pousse les populations à la misère, à l'injustice, aux privations des droits... c'est le cas en Mauritanie? Alors je vous pose la question. Est-ce que la Mauritanie est dans une situation qui pourrait amener cela? J'ai dit qu'il ne faut rien exclure. Au vu de ce qui se passe au pays actuellement, je n'encourage pas les coups d'État parce que je les ai combattus. J'en ai empêché 2 en Mauritanie. Vous en avez fait un? J'en ai fait 2 d'ailleurs, oui. Mais pour sauver le pays. Et j'ai quitté le pouvoir de la manière la plus démocratique et la plus transparente. Donc je ne peux pas faire appel au coup d'État chez moi. Donc en conclusion, vous dites que les conditions sont réunies pour Écoutez, moi, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'encourage pas les coups d'État. Mohamed Ould Abdelaziz, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes.